Bonjour, je m'appelle Ludmila Krasnova et je vous présente le livre que je viens de sortir aux éditions CFC. Ce livre s'appelle Un baba au Rhum. Pour moi, l'idée de ce livre, c'était de parler des origines qui sont toujours les mêmes, que ce soit les textes ou que ce soit les images que je fais. Mais une grande partie d'images ne rentrait pas dans ce livre-là. C'est pour ça qu'il y avait aussi l'idée d'organiser une exposition qui allait accompagner la sortie de ce livre. Pourquoi le titre Un baba au Rhum? En fait, c'était déjà le titre glissé dans l'exposition. Ça venait du texte que j'ai écrit pour la première exposition. Mais c'est cette idée de ce baba que ma grand-mère m'achetait parfois quand on allait à la dacha. C'était juste sur la digue, il y avait des petites échoppes où on pouvait acheter de l'eau et des cakes ou notamment ces babas pour aller avant de monter sur le pont pour partir. Et ça n'a rien à voir avec le baba au rhum ici. Donc c'est plutôt c'est plutôt une brioche assez haute, avec du glaçage au-dessus et imbibé avec ce rhum, mais c'est sucré. En fait, ça n'a pas tellement le goût d'alcool. Il y a plus, il est vraiment un petit peu, tu le sens, mais c'est pas si présent. C'est surtout le sucre, cette pâte, et vraiment quand tu le tiens dans la main, en fait, t'as les doigts. Tu sais plus les décoller en fait. Elles sont collées à ce boba et tu le décolles par des petits morceaux, cette pâte briochée imbibée de sucre. Si tu mords dedans, en fait, la moitié de ton visage, vraiment, c'est partout. C'est ces souvenirs, ces images, aussi beaucoup d'images, qui collent à mes doigts, qui collent à mon âme, qui reste collée. C'est un petit peu ça. Et c'est vraiment un baba au rhum il y a plein de choses dedans, il y a plein de petits paragraphes, plein de petites notes. C'est comme ça peut-être qu'il faut le lire aussi par des petites bribes. Voilà, manger un petit bout, laisser de côté, après revenir. Ce qui peut être surprenant, il y a un des textes dans lequel il est dit clairement, j'ai banni le français de la maison. C'était la question comment transmettre ma langue maternelle à mon enfant. C'est pas une tâche facile, c'est pas juste en parlant à l'enfant qu'on va assurer qu'il va parler ta langue maternelle. Et donc je me rends compte dans une situation telle quelle, donc je suis la seule à parler le russe à mon enfant, tandis que le français, il est à l'école, il est avec les membres de la famille, il est avec mes amis, il est partout. Et donc, à un moment, je me rends compte de cette fragilité du russe et je me dis, si je veux que mon enfant puisse vraiment apprendre le russe, pour qu'on puisse tisser cette affinité dans cette langue, ben, il faut qu'elle comprenne qu'avec nous, la communication doit passer que par le russe. Et donc, c'est à ce moment-là où je me dis, tiens, on va écouter des continents russes, on va écouter de la musique, des chansons, je vais lui parler en russe, je vais lui lire en russe, parce qu'à ce moment-là, je me disais, oui, le français, je le maîtrise, je le parle, mais ce n'est pas ma langue maternelle. Ce n'est pas en français que je pourrais transmettre c'est pas en français que je pourrais construire plutôt cette relation avec mon enfant. Et quand tu as ton enfant à toi, évidemment, ma première envie était de l'apprendre et de l'amener et de lui montrer la Volga. Et de voir que effectivement la langue russe c'est pas quelque chose qui existe juste chez nous à la maison. Est-ce que c'est une chose exotique? Mais bah non, il y a tout un pays, il y a beaucoup de choses derrière cette langue qu'on parle à la maison, même si elle ne sait pas pourquoi on le parle. Elle comprend quand même que voilà, il y a le français à l'extérieur, il y a le russe à la maison. Mais pourquoi? Parce qu'il y a
toute une chose, il y a une autre partie de la famille qui est derrière cette langue, il y a tout un pays, il y a toute une culture et il y a la Volga derrière, évidemment. Ce livre parle beaucoup d'enfance. Je viens d'une famille de médecins. Mes parents, mon père était médecin, ma maman elle est médecin, ma grand-mère était médecin. Je n'ai pas peur des images du corps qui n'est pas vraiment très présentable, si j'ose dire. Je n'ai pas peur de tout ce qui tourne autour du corps et qui est banni. Je n'ai pas peur et je n'ai pas un dégoût vis-à-vis d'un corps malade, déformé. Voilà, c'est quelque chose qui est... c'est naturel. Moi, j'ai jamais été à l'hôpital comme un enfant. J'ai jamais... J'ai regardé cette souffrance. Je veux dire que ça ne m'a pas touchée directement. Mais ça te fait comprendre la fragilité, peut-être, de la vie humaine, du corps humain, des relations peut-être humaines aussi, de la fragilité du monde. Il y a des textes qui étaient écrits plus récemment et je ne pouvais pas ne pas en parler de ce qui se passe actuellement, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour moi, ce n'est rien par rapport à ce que les gens en Ukraine vivent. Et c'est quelque chose qui s'est passé que je ne comprends pas. Et je pense que je peux trouver une explication raisonnable, mais le questionnement comme ça, qui part dans le monde, qui reste, comment est-ce possible de raser, de détruire tout un pays, de faire souffrir autant de gens pour garder son pouvoir. Et évidemment, je ne me sens pas responsable pour cette guerre, mais comme je l'ai dit, c'est ma douleur et ma honte, parce que je fais quand même partie de cette culture, je partage cette langue, c'est mon pays, je ne renonce pas à la Russie, mais je n'accepte pas et je n'accepterai jamais cette valeur, c'est même pas une valeur, mais ce principe de la force qui doit régner. Les paysages qu'on a mis dans ce livre, en fait, ce sont des images de diapositives. C'était des diapositives que mon père prenait régulièrement quand on allait sur la Volga. Et il y a certaines images qui me font penser aux images que j'ai vues de Dniepr. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est ma Volga à moi qui ressemble terriblement, certains endroits ressemblent terriblement à l'image de Dniepr. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui adore aussi Dniepr, qui sortait sûrement aussi sur les bateaux, qui allait faire de la pêche. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a ces bombardiers qui volent au-dessus de la Volga pour aller où? Pour aller bombarder ces gens qui habitent au bord du Dniepr. Et c'est pas que c'était une révélation pour moi, mais c'était juste en revenant à la chose que j'ai déjà dit. Comment est-ce qu'on peut si facilement aller détruire la maison de l'autre? Maintenant, je ne peux plus regarder ces images comme je les regardais avant, parce qu'il y aura toujours ce savoir sur ce qui se passe en Ukraine
Et comment vivre après ça? C'est ça les questions. Ça ne concerne pas seulement ces images-là, mais ça concerne beaucoup de choses. Comment vivre après? Qu'est-ce qu'on va faire après? Comment est-ce qu'on va se réconcilier? Est-ce qu'on va se réconcilier? C'est de ça que je parle.